Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Dans la prière pour célébrer le grand jour de clôture du jeûne sacré du Ramadan, le Mufti du Rwanda, Cheikh Itimana Salim, a demandé à tous les musulmans de maintenir un bon comportement en évitant toute activité illégale au cours de cette semaine de commémoration du génocide contre les Tutsis. Ceux qui suivent de près les procès pour les génocides, plutôt procès pour génocide hors du Rwanda, se félicitent de la tenue de ces procès. Deux écrivains africains, le Tchadien Noki Djedanoum et le Rwandais Jean-Marie Vianney Lulangwa, ont animé un café littéraire dans la soirée d'hier avec comme thème l'art et l'écriture comme forme de solidarité. Plus de détails dans cette édition. Bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabile et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, la prière pour célébrer le grand jour de clôture qui clôture le jeûne sacré du Ramadan. Les musulmans de Kigali ont déclaré que cette prière les avait aidés à se réorganiser et à prendre des mesures menant à une bonne relation avec Dieu et avec les gens. Au niveau national, cette prière s'est tenue au stade Kigali-Pelé. La communauté musulmane du Rwanda, RMC, est heureuse d'avoir terminé le jeûne avec succès et il est demandé aux musulmans de continuer à bien se comporter. Il faut rappeler qu'aujourd'hui coïncidait avec la semaine du deuil de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Ils n'ont donc pas eu à faire la fête. Le Mufti du Rwanda, Cheikh Itimana Salim, a demandé à tous les musulmans de maintenir un bon comportement et de participer à tous les programmes visant au bien-être des Rwandais en évitant toute activité illégale au cours de cette semaine, alors que les Rwandais et le monde continuent de se souvenir des victimes du génocide de 1994 contre les Tutsis. Alors que le Rwanda commémore pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, ceux qui suivent de près le procès pour génocide hors du Rwanda se félicitent de la tenue de ces procès, même si beaucoup reste à faire dans ce combat pour la justice. Jean-Damascène Manishimwe nous en dit plus. Ils nous racontaient ce qui était arrivé à leurs frères. Michel Hesch est avocate et chevronnée spécialisée en droit pénal des affaires et droit pénal international, notamment en matière de compétences universelles. Membre du barreau de Bruxelles, elle suit depuis des années des procès pour génocide perpétrés contre les Tutsis au Rwanda en 1994, organisés en Belgique. Si ces procès se tiennent longtemps après et à des milliers de kilomètres des lieux des faits, cela ne va pas sans défi, estime-t-elle. Le premier défi, c'était que le procès ait lieu, le premier procès, qui a eu lieu en 2001. Et c'est un procès qu'on a obtenu de haute lutte parce qu'il y avait quand même une opposition des milieux judiciaires et pas que des milieux judiciaires. Et puis finalement le procès a eu lieu. Le deuxième défi était, est-ce qu'un jury populaire, parce qu'en Belgique c'est une cour d'assises qui juge le crime de génocide, est-ce qu'un jury populaire va être à même de juger pour des faits qui se sont commis à des milliers de kilomètres de Bruxelles, avec des preuves qui sont nécessairement à des milliers de kilomètres? Est-ce que c'est possible de tenir un procès? Et la réponse est oui, et un procès équitable, bien entendu. Alors, il y a eu toute une évolution depuis 2001 en Belgique sur les qualifications. Au départ, c'était crime de guerre, et puis aujourd'hui, c'est crime de génocide. Donc les accusés sont poursuivis sur une qualification de génocide. Et dans les premiers procès, on n'avait pas retenu à aucun moment la question des viols. Et maintenant on retient, quand c'est évidemment d'application, la qualification de viol. Et donc dans le dernier procès qui vient de se tenir à Bruxelles durant 2 mois et qui s'est terminé en décembre 2023, un des accusés était poursuivi pour viol de masse.
Et il a été condamné sur base du témoignage de victimes de viol qui avaient fait le chemin pour venir comparaître et témoigner devant le jury des viols qu'elles avaient subis. Ce sentiment est partagé par Éric Gillet, avocat qui a réalisé plusieurs enquêtes sur les violations des droits de la personne au Rwanda et qui fut l'avocat de nombreuses parties civiles au cours des procès à la cour d'assises de Bruxelles contre les suspects du génocide des Tutsis au Rwanda. Les défis actuels, c'est évidemment le temps qui passe. Les accusés deviennent plus vieux, mais aussi les témoins, les survivants, mais aussi les avocats, les experts, ceux qui connaissent, qui ont vécu même la situation rwandaise de l'époque, qui deviennent plus vieux et voire qui disparaissent. Et la question, c'est de savoir quelle sera la relève. Ça, c'est un défi. Un deuxième défi, c'est le négationnisme. Le négationnisme qui n'a pas toujours existé. Dans les tout premiers procès, il ne se manifestait pas encore. Mais depuis le milieu des années 2000, il se manifeste. Et de manière de plus en plus insistante et même violente. De sorte que j'ai un petit peu peur pour l'avenir, parce que pour l'instant, les avocats qui s'expriment pour les accusés négationnistes le font avec beaucoup de violence, beaucoup de désordre, ce qui nuit à leur crédibilité. J'ai peur d'un avocat qui viendrait expliquer les choses plus calmement, de manière plus ordonnée, et qui pourrait peut-être avoir plus de prise sur les juges ou les membres du jury. Donc ça, c'est une inquiétude pour l'avenir, outre que bien entendu ce négationnisme tend les relations entre les Rwandais, parce qu'on pourrait espérer que la justice apaise les relations par le fait qu'elle permet de faire la part des choses. On constate au contraire que les accusés nient de plus en plus leurs responsabilités, nient même la légitimité des tribunaux pour les juger, en prétendant que ces tribunaux sont au service du régime actuel du Rwanda, de M. Kagame, du FPR, etc. Ce qui est un sujet de préoccupation tout de même. Malgré ces défis, la tenue de ces procès en France et en Belgique et les couvertures médiatiques sur le sol européen aura permis de mieux faire connaître l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda sur le plan international, estiment les deux avocats. Je pense qu'un procès et la médiatisation d'un procès, le rôle que jouent les journalistes par rapport à un procès, il y a une question didactique et de mémoire pour éviter que ça se reproduise effectivement. Et je pense que les victimes témoins qui témoignent dans les procès ont parfois cette volonté dans leur témoignage de transmission de ce qui s'est passé pour les générations futures, mais aussi pour la population du monde. Paradoxalement, ces procès, aussi bien les procès en Belgique qu'en France ou devant le tribunal pénal international, et même d'ailleurs au Rwanda, ont permis de créer des précédents, ont permis de bien reconnaître de manière judiciaire, et donc de manière incontestable, qu'un génocide a eu lieu et quelles ont été les modalités de préparation et d'exécution de ce génocide. Donc c'est tout un matériau, ce sont des archives qui se constituent au fil du temps, c'est une autorité morale qui s'impose et qui rend à la fois aussi le travail des négationnistes de plus en plus difficile, d'où peut-être leur violence. Voilà, donc on est dans ces réalités un peu paradoxales, mais le travail de la justice a été évidemment tout à fait fondamental. Alors il était fondamental aussi pour permettre aux victimes de se reconstruire, parce qu'elles sont devenues actrices. Grâce à la justice, elles ne sont pas seulement victimes, elles peuvent sortir de leur posture ou leur position défensive, elles deviennent actrices. Or, il n'y a rien de tel que de devenir acteur de son destin pour se reconstruire. C'est Nervugiro Emmanuel, journaliste passionné pour des questions juridiques au Rwanda, et d'avis que même si 30 ans après le génocide des Tutsis, le bilan de la justice internationale semble mitigé, il y a de quoi se féliciter tout de même. Ce que notre pays a fait est questionnable, mais
au regard des jurisprudences, par exemple, avant le TPR, le viol était considéré comme un petit rien, là, juste quelque chose qui se passe quand il y a des conflits, mais il n'avait pas encore été jugé et condamné comme un crime contre l'humanité. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Dernièrement, avec les procès du docteur Sostène Munyemana en France, avec les procès je crois bien, de Neretse en Belgique, je crois, le viol a été tenu en considération comme dans l'acte d'accusation. Alors qu'avant, les gens passaient dessus, hein, les victimes venaient, les témoins venaient, ils mentionnaient cela et ça passait inaperçu. Autrement dit, ça ne revenait pas dans les conclusions, ça ne revenait pas dans le verdict. Sans minimiser la contribution de la communauté internationale dans la poursuite des suspects génocidaires, l'Association des rescapés du génocide Iboukan-Sigle souhaite qu'il y ait un geste supplémentaire à l'égard des rescapés en particulier. La justice a été rendue aux victimes et aux survivants du génocide commis contre les Tutsis, mais chaque fois, il y a une question de réparation qui a été mise à côté, notamment par le tribunal international pour le Rwanda. Et de notre côté, comme représentants des survivants, nous pensons que c'est une question qui doit revenir sur la table pour être discutée. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres complexités qu'il faut bien analyser. De notre côté, je crois que ça ne serait pas des réparations qui seraient octroyées à des individus, mais plutôt qu'il y ait une solidarité internationale, trouver des fonds pour combattre ce problème de négationnisme qui prolifère un peu partout dans le monde, pour soutenir les associations de survivants du génocide qui travaillent sur les moyens de bord, mais même pour l'entretien des lieux comme les sites du génocide et des mémoriaux, qui doivent être vus comme des endroits d'échange entre citoyens pour la reconstruction du pays, mais aussi pour l'humanité tout entière. 30 ans après le génocide des Tutsis, la France et la Belgique sont les deux pays européens à avoir organisé 6 procès des Rwandais soupçonnés d'avoir joué un rôle dans le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994, avec notamment en Belgique celui d'Emmanuel Mundouimié qui a débuté le 8 avril courant à la cour d'assises de Bruxelles. Jean Damascène Manichimé pour la télévision rwandaise. Merci Jean Damascène. Je vous l'ai dit en titre, 2 écrivains africains, le Tchadien Noki Djedanoum et le Rwandais Jean-Marie Vianney Lulangwa, ont animé un café littéraire hier, mardi, dans la soirée, avec comme thème l'art et l'écriture comme forme de solidarité. Au cours des échanges avec le public, les 2 écrivains sont revenus sur l'extraordinaire expérience qu'ils ont vécue il y a 26 ans en participant au projet des artistes africains Écrire par devoir de mémoire. Le reportage de Patrick Nilidandi. En juillet 1998, soit 4 ans après les génocides perpétrés contre les Tutsis, qui avaient fait plus d'1 million de morts dans l'indifférence générale, sous l'impulsion du Festival des littératures négro-africaines, Festafrica, basé à Lille en France, et grâce à la production de la Fondation des France dans le cadre de son programme Initiative d'artistes et à la disponibilité des autorités politiques rwandaises, un groupe d'écrivains africains se sont donné rendez-vous au Rwanda pour une résidence d'écriture portant sur la mémoire de ce génocide. L'objectif des écrivains engagés dans cette initiative intitulée Rwanda, écrire par devoir des mémoires est à la fois de témoigner de leur solidarité morale envers le peuple rwandais et de rompre le silence des Africains. Chacun d'entre eux s'est donc engagé à produire une œuvre de fiction à la mémoire de ces crimes contre l'humanité.
30 ans après le génocide, malheureusement, malgré l'appel au plus jamais ça, l'idéologie du génocide continue de faire son chemin, d'où la nécessité de poursuivre avec une pédagogie de la société contre la négation et le déni du dernier génocide du XXe siècle. Comment l'écriture peut contribuer à lutter contre le négationnisme? Parce que le négationnisme s'exprime. De quelle manière le négationnisme s'exprime? Le négationnisme s'exprime à travers les médias, à travers l'écriture. Voilà, voici les canaux que le négationnisme emprunte pour s'exprimer. Alors, pour contrer le négationnisme, il faut repasser par ces canaux. Ces canaux qui sont l'écriture, donc au sens large du terme, la littérature, le théâtre, le cinéma, etc., etc. Ça permet de trouver les mots justes, de poser les mots qu'il faut, la quête de vérité. Aujourd'hui, les choses sont établies. On n'est plus dans le doute ou dans les tergiversations comme il y a 30 ans où on se posait encore des questions, double génocide, ceci, cela. Aujourd'hui, on a tous les matériaux juridiques, etc. Je dis, la mémoire est en marche et la lutte contre le négationnisme continue toujours. Donc moi, depuis 1998, je continue. J'ai publié beaucoup de choses, des articles, des livres, des poèmes, des slams, des pièces de théâtre, toujours pour perpétuer la mémoire du génocide des Tutsis du Rwanda et de combattre à travers justement mes écrits, l'idéologie génocidaire et la propagation du négationnisme. Au cours de ce nouveau siècle, les jeunes lisent de moins en moins et préfèrent les nouvelles technologies et les médias sociaux pour s'informer. D'où la nécessité pour les artistes et autres écrivains de s'adapter car le processus est devenu irréversible. Il n'y a pas que des jeux. Quand je prends ma journée de 5h du matin à 22h, j'ai le téléphone. Alors, j'ai trouvé un peu de temps pour lire, mais attends, on est là, on dit les jeunes sont accrochés aux nouvelles technologies. Mais nous, les parents, même, nous avons le téléphone. Ça veut dire quoi? Le monde a changé. Il y a une nouvelle façon de voir le monde. Un autre canal par lequel on veut comprendre le monde, ce sont les nouvelles technologies. Donc, nous devons nous adapter, être beaucoup plus créatifs. Mais c'est toujours de l'écriture. Quand je fais un TikTok, quand je fais un podcast, c'est de l'écriture. Je ne me lève pas comme ça pour dire, voilà, quand vous me posez des questions, vous avez écrit, vous voyez, vous avez écrit les questions que vous me posez et ça, c'est l'audiovisuel, c'est la télévision. Donc, on est dans les nouvelles technologies. Ça veut dire qu'il faut s'adapter, être créatif et le Rwanda est, de ce côté-là aussi, le Rwanda est à la pointe avec les nouvelles technologies. Je pense qu'il faut travailler dans ce sens. Il parle de la résilience du peuple rwandais parce que justement, comme je le disais, le Rwanda c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, on a souffert, mais on n'est pas resté prisonnier de ses souffrances. Donc, on est résilient. Et vous savez que le peuple du Rwanda est un peuple très résilient. Donc, le message, c'est de fermer, je ne dis pas d'oublier le passé, parce qu'on ne peut pas l'oublier, hein, mais de ne pas être prisonnier de ce passé, plutôt de se relever, de se tenir debout pour un Rwanda meilleur. Après cette brillante présentation, place a été accordée au public de pouvoir réagir en posant des questions aux deux écrivains, le Tchadien Noki Djedanoum et le Rwando-Canadien Jean-Marie Vianney Rurangwa, et ainsi d'évoquer le futur de ce projet ambitieux. Son concepteur, Noki Djedanoum, a indiqué que Rwanda, écrire pour le futur, devait être le moteur de l'avenir de ce projet qui avait réuni en 1998 10 écrivains africains sur les collines du Rwanda. Merci Patrick. Comme au Rwanda et ailleurs dans le monde, la communauté rwandaise des États-Unis a organisé une cérémonie de mémoire pour marquer la 30e commémoration du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Je vous propose ce récit qui nous en dit plus. La journée a commencé par la cérémonie de lancement réunissant le personnel de l'ambassade, les dirigeants de Ibuka et les représentants de la communauté des Rwandais dans la ville de Washington, alors que le drapeau flottait en berne en souvenir solennel.
Pour les membres de la diaspora, l'histoire du Rwanda est celle de la résilience, de la reconstruction et de l'unité. Et cet événement revêt une grande importance car il honore la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au cours du génocide. C'est un voyage de résilience. C'est un voyage qui, lorsque vous regardez les Rwandais, ce qu'ils ont dû abandonner, vous savez, pour hausser les épaules et continuer à aller de l'avant après les expériences qu'ils ont dû traverser lors du génocide de 1994 contre les Tutsis. C'est un voyage que moi-même, en tant qu'être humain, je ne peux pas comprendre. Mais quand on regarde, on voit cette humanité. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. We meet today seulement pour commémorer, mais aussi pour ne jamais oublier comment nous en sommes arrivés là et pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Pour ma part, en tant que survivant du génocide, je n'avais que 6 mois lorsque cela s'est produit. Il est donc très important de toujours s'en souvenir. Il faut donc s'unir et renouveler nos vœux pour s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Tout au long de l'événement, les participants ont pris part à diverses activités commémoratives comme l'allumage des bougies et suivre le discours du président Paul Kagame sous le regard attentif des invités. Pour ma famille, c'est toujours un jour solennel. Nous avons perdu un nombre indescriptible de Rwandais, les amis du Rwanda au début du génocide, le 7 avril 1994. Mais ce que cela signifie aussi pour nous, c'est que nous sommes des personnes résilientes, quelle que soit la difficulté de la situation. Nous étions des réfugiés en Ouganda lorsque je suis née. Nous avons continué à persévérer. Ian Manzi pense qu'il est important que la prochaine génération qui va poursuivre ce travail comprenne que cette histoire, aussi douloureuse et sombre soit-elle, est la sienne. Échange ce mardi à Kigali sur le livre « Sans ciel ni terre » de l'historienne Dr Hélène Dumas, qui relate les témoignages poignants d'enfants ayant survécu le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Les participants ont souligné qu'il est primordial de consigner par écrit l'histoire du génocide, car c'est un moyen pour la jeune génération et la génération future de bien connaître l'histoire de leur pays. Charlène Foulaha nous en dit plus. Pendant les génocides perpétrés contre les Tutsis en 1994 au Rwanda, de nombreux enfants ont été pris pour cible et ont subi des violences impensables. Dr Hélène Dumas, historienne française spécialisée dans les génocides commis contre les Tutsis au Rwanda, a puisé son inspiration dans les témoignages recueillis par l'association rwandaise de rescapés en 2006 et a rédigé « Sans ciel ni terre », un livre qui offre une perspective unique sur l'histoire du génocide, raconté à travers les yeux et 105 cahiers des enfants survivants. Ce récit décrit leur expérience et leur résilience face à cette époque tragique du génocide. Que j'ai rencontré ces archives dans la bibliothèque, à l'époque c'était la Commission nationale de lutte contre le génocide et on était affairés à ranger les documents. Et j'ai trouvé ce tas de petits cahiers qui avaient été rédigés en 2006 à l'initiative de l'association Avega. Et tout de suite, j'ai été frappée par à la fois leur qualité littéraire et la puissance descriptive du génocide et également voilà, la place que donnaient ces textes aussi aux paroles des tueurs et à leurs agissements. Donc voilà, il y a cette conjonction d'un intérêt et évidemment de la rencontre avec cette source magnifique. Je crois que dans une vie d'historien, on ne rencontre pas deux comme celle-ci. Le livre Sans ciel ni terre a reçu les prix du livre d'histoire des lycéens en 2021. L'auteur partage ici un témoignage d'une petite fille racontant son expérience bouleversée au moment du génocide des Tutsis. Voilà. Toi qui liras ce témoignage, tu sais que pendant la guerre, elle parle du génocide, les serpents ont été nos amis. Nous avons passé du temps avec eux dans les trous qu'ils avaient creusés. Nous avons passé les nuits dans les brousses qu'ils habitaient. Nous avons croqué leur nourriture. Nous avons léché la terre où ils avaient laissé leurs traces. Nous avons déterré les patates douces comme des taupes.
Je parle des serpents parce qu'ont su que nous étions leurs frères. Ils ont été de bons voisins pour nous au moment où les humains comme nous ont abandonnés. Louisa Lombard, chercheuse anglaise anthropologiste, souligne pour sa part que grâce à ces témoignages tenus par des enfants orphelins, on peut imaginer ce qui s'est passé en voyant et en attendant ce qu'ils ont vu et entendu. Specific things that this book teaches us. Ce livre nous enseigne spécifiquement qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre des enfants et que les personnes âgées ignorent encore. Dans les contextes du génocide, parmi les étudiants de cette période, il y avait une forme de scepticisme que l'on peut remarquer du point de vue des survivants. En lisant ces livres, on réalise qu'il y a beaucoup de choses que nous avons négligées dans cet événement et c'est vraiment quelque chose que le reste du monde peut apprendre du génocide de 1994 au Rwanda. Un autre point concerne la manière dont les étudiants racontent leur expérience en soulignant que c'est à l'école que leurs éducateurs pouvaient leur inculquer l'idéologie gouvernementale de l'époque. Ces idéologies n'étaient pas rencontrées à la maison, mais plus à l'école à travers leurs éducateurs qui séparaient les élèves en classe. Je pense que c'est quelque chose sur lequel nous pouvons réfléchir quant au rôle des institutions dans la diffusion de ces idéologies et les mécanismes utilisés pour les inculquer aux enfants. Ainsi, l'éducation a un rôle nécessaire à jouer, d'une part pour promouvoir la paix au sein de la société de cette manière. Ces cafés littéraires autour du livre Sans ciel ni terre s'inscrit dans le cadre des activités de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Charlène Furaha pour la télévision rwandaise. Et le docteur Hélène Dumas indique que le livre Sans ciel ni terre rappelle encore une fois l'importance du devoir de mémoire, non seulement pour le Rwanda, mais aussi pour le reste du monde. La seule leçon peut-être qu'on pourrait tirer à la fois de l'écriture et j'espère de la lecture de ce livre, c'est d'écouter vraiment la parole des rescapés du génocide et de prendre ce qu'ils ont à nous dire de leur expérience très au sérieux, y compris pour intégrer leurs expériences dans l'écriture de l'histoire du génocide des Tutsis. Je crois qu'il faut pouvoir distinguer, discriminer les types de violences qui ont été commis dans ce pays et que le génocide des Tutsis est un crime particulier, spécifique. Et si j'ai choisi aussi d'écrire sur les enfants, sur les orphelins et les orphelines du génocide, c'est pour montrer précisément la spécificité du crime de génocide, qui est un crime qui s'attaque d'abord aux femmes et aux enfants et à l'unité familiale. Et ça, je crois que c'est vraiment capital pour comprendre la spécificité de ce qu'est un génocide des Tutsis. Et 30 ans après tant de travaux historiques, tant de témoignages qui ont été publiés, il reste encore évidemment beaucoup de travail. Et ce type de message montre qu'il faut encore travailler d'arrache-pied sur l'histoire de ce génocide pour éviter ce type de message qui confond tout. Et voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.